Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Pour une surprise, c'est une sacrée surprise. Le 18 février 2024, depuis le plateau du 20h de TF1, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, annonçait, sous nos yeux ébahis, la révision à la baisse des prévisions de croissance économique de la France pour l'année 2024. Depuis septembre dernier, le gouvernement tablait en effet sur 1,4% de croissance annuelle. Finalement, ce sera plutôt 1%. Il est donc désormais prévu que la France produise moins de richesses, telles que mesurées par le produit intérieur brut, qu'il n'était prévu jusqu'alors. Franchement, qui aurait pu le prévoir ? C'est l'affirmation d'un principe de responsabilité et d'une volonté très importante, ne jamais subir, toujours garder la maîtrise. Mais trêve d'ironie, à peu près tout le monde savait les prédictions gouvernementales totalement farfelues, pour ne pas dire mensongères, du Fonds monétaire international, qui depuis janvier ne table que sur 1% de croissance, jusqu'à l'organisme de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui lui annonce 0,8% de prévision de croissance depuis plusieurs mois, en passant par la Banque de France, qui elle annonce 0,9%, sans compter tous les observateurs nettement plus pessimistes que ces grandes institutions. À peu près tout le monde donc, sauf notre gouvernement qui avait choisi, contre toute évidence, contre tout réalisme, contre toute raison même autre que le calcul politicien, cela va de soi, de maintenir une estimation de la richesse nationale à venir, de toute évidence, totalement surévaluée. Problème, c'est précisément sur cette base que ce même gouvernement a élaboré à l'automne dernier le budget de l'État dont il avait la charge. Un budget donc intenable, sauf à revenir sur les objectifs alors annoncés en matière de déficit budgétaire et dont on savait alors qu'ils seraient eux aussi impossibles à atteindre dans les conditions prévues. D'où, le 18 février, une deuxième annonce du ministre de l'économie, celle de coupe budgétaire à venir à hauteur de 10 milliards d'euros destinée à rattraper le tir et à éviter à la France un déficit record. Une politique de rigueur, hélas donc, dont on peut non seulement affirmer dès maintenant qu'elle ne permettra par elle-même aucune relance de l'économie, mais encore que sa principale vertu pour nos gouvernants sera de constituer une excellente diversion afin de continuer à ne surtout pas s'attaquer aux problèmes de fond qui actuellement gangrènent notre activité économique et donnent à nos concitoyens l'impression diffuse que le pays, jadis prospère, s'enfonce désormais inéluctablement dans la dépression, rendant d'autant plus insupportables les discours d'autosatisfaction tenus au sommet de l'exécutif. Mais quels éléments concrets nous permettent d'affirmer cela avec autant de certitude ? Pourquoi les si prévisibles mesures annoncées par Bruno Le Maire ne vont certainement pas contribuer à redresser le pays ? Pas plus d'ailleurs que n'importe quelle décision que pourrait prendre ce gouvernement, aussi flamboyante la manière de mettre en scène son annonce soit-elle. Et plus généralement, pourquoi aujourd'hui le salut de la France ne peut-il plus passer par aucune des solutions économiques habituelles dont on nous abreuve sur les plateaux de télévision ? C'est ce que nous allons tenter de voir ensemble dans cette vidéo du Fil d'actu. La croissance française résiste à 1% en 2023, 1,4% prévu pour 2024, et nous voulons impérativement maintenir cette dynamique de croissance, d'emploi et de réindustrialisation. La France dans tout ça, pour 2024, on a révisé légèrement à la baisse les prévisions de croissance. On était à 1%, on est passé à 0,9%. Sur la croissance, vous êtes quasiment moitié moins que la prévision du gouvernement. 0,8% nous dit l'OFCE en 2024, 1,4% pour le gouvernement. Effectivement, il y a une différence assez notable. S'agissant de l'année 2024, justement, le Haut Conseil, je vous l'ai dit, considère que la prévision de croissance retenue par le gouvernement est élevée parce qu'elle s'écarte sensiblement à ce qu'on appelle le consensus des économistes du mois de septembre, qui s'établit à 0,8%. 6 months later. Nous, on est dans la transparence. Quand on a des informations, on les partage avec les Français. On a constaté en fin d'année, notamment les recettes fiscales, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la TVA, une forte baisse. Et ça va avoir une conséquence sur notre déficit public en 2023. Vous venez nous annoncer que la croissance de la France est moins forte que prévu, donc vous ne maintenez pas votre prévision de croissance. Elle était de 1,4% pour 2024 et nous la révisons à 1%. Donc une croissance qui reste positive, mais qui tient compte du nouveau contexte géopolitique qu'a décrit le président de la République il y a quelques jours, la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol.
mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Et donc nous, tout de suite, on prend des décisions, on annule 10 milliards d'euros parce qu'on est dans la sincérité, on est dans la transparence et on ne va pas cacher le problème. Et c'est pour ça qu'on est réagi tout de suite. Agiter les bras, alimenter en permanence les polémiques à coups de déclarations jamais suivies des faits, monter en épingle des chiffres insignifiants, bref, faire semblant d'être en permanence dans le feu de l'action pour faire oublier une situation qu'on laisse volontairement pourrir et qui, en conséquence, se dégrade un peu plus chaque jour, telle semble être désormais la seule raison d'être de la Macronie, la seule méthode de gouvernance autorisée au sommet de l'État français. Des petites phrases du président sur l'envoi éventuel de troupes en Ukraine, démenties par tous ses alliés occidentaux, jusqu'à la mise en scène des annonces du Premier ministre aux agriculteurs, un discours trônant bien en évidence sur une botte de paille dans la cour d'une ferme Potemkin, à défaut d'ouvrir la voie à la sortie du libre-échange, tout désormais ne semble plus être que communication politique. Non pas communication destinée à donner un sens à une action, ce qui normalement serait la raison d'être de la communication politique, mais communication pour elle-même, vide et uniquement vouée à masquer l'incurie générale. En cela, les annonces faites par Bruno Le Maire lors du 20h de TF1 du 18 février dernier n'ont pas échappé à la règle. Ces annonces se résument donc ainsi. Jusqu'alors, le gouvernement tablait pour 2024 sur une croissance du PIB de 1,4%. Mais au final, ce ne sera pas possible en raison de la conjoncture, notamment internationale, et en particulier de la Russie. Notez bien que cela ne saurait être même en partie de la faute des génies qui, il y a 2 ans, déclaraient qu'ils allaient mettre cette même Russie à genoux, et qui depuis ont systématiquement pris les bonnes décisions économiques, bien sûr. Bref, au final, la croissance ne devrait être que de 1%. Donc, pour maintenir son objectif d'un déficit budgétaire à 4,4%, pourquoi 4,4 et pas 4,2 ou 4,5, c'est un mystère, l'État va devoir réduire ses dépenses de 10 milliards d'euros. Avec cet effort budgétaire, nous serons en mesure de faire face à Poutine. Et surtout, ne vous inquiétez pas, car les choses iront mieux en 2025 et nous pourrons alors, comme prévu, baisser les impôts des Français. Mais d'ici là, chaque ministère, chaque agence gouvernementale va devoir faire des économies. Des dispositifs comme MaPrimeRénov', destinés à soutenir les ménages entreprenant la rénovation thermique de leur logement, seront finalement amputés de la majeure partie des sommes que le gouvernement avait, pompeusement, promis de mettre sur la table il y a à peine quelques mois. Et avant même de nous interroger sur leur impact, nous verrons cela tout à l'heure, il convient de dire que l'existence même de telles annonces constitue dans l'absolu une mauvaise nouvelle. Elle signifie que les choses vont moins bien que prévu, c'est pas peu dire, que l'économie française est plus fragile qu'annoncé jusqu'alors. En revanche, le fait qu'un ministre de l'économie en exercice vienne le dire en direct à la télévision, vienne assumer devant les Français une erreur d'appréciation de la situation et la prise de mesures potentiellement impopulaires afin de redresser la barre, voilà qui serait, en temps normal, plutôt positif. Cela montrerait un certain courage politique ainsi qu'une capacité à prendre des décisions face à l'imprévu afin de maintenir un cap dans la tempête. Le problème, c'est que nous ne sommes pas ici dans une configuration normale, car nous l'avons vu en introduction, absolument tous les analystes suivant de près ou de loin la situation économique de la France savaient depuis des mois qu'il n'y aurait pas de croissance à 1,4%. Et en tant que ministre de l'économie, Bruno Le Maire ne pouvait pas l'ignorer. C'est donc en toute conscience qu'il a maintenu pendant des mois une prévision de croissance de toute évidence irréaliste, prévision sur laquelle il a choisi de construire tout son budget 2024 en attendant le moment propice pour annoncer sa révision à la baisse, le tout en accusant bien sûr les autres d'en être responsables. Qui tient compte du nouveau contexte géopolitique qu'a décrit le président de la République il y a quelques jours. La guerre en Ukraine, les affrontements au Moyen-Orient, les difficultés en mer Rouge, un ralentissement économique très marqué en Chine, une récession en 2023 en Allemagne, tout ça a un impact sur la croissance française. Une tromperie à grande échelle, planifiée depuis des mois, qui révèle donc le contraire de ce qu'elle était censée montrer, soit un ministre prêt à sacrifier la vérité due aux Français à des considérations d'image publique, pour qui le réel importe peu, dès lors qu'il peut donner l'impression d'agir et de contrôler la situation.
Ce qui pourrait être risible dans un moment apaisé de notre histoire, où Bruno Le Maire pourrait faire figure d'escroc un peu pathétique, mais trop idiot pour être méchant, mais qui, dans le contexte qui est le nôtre, apparaît comme particulièrement dramatique. Car si le coup de com' du ministre, catastrophique dans sa mise en œuvre, produit clairement l'effet inverse de celui désiré, sur le fond, il a au moins le mérite de venir confirmer ce que tout le monde savait déjà, à savoir l'état extrêmement préoccupant de l'économie française. À ce sujet, pourtant, cela faisait des mois que le gouvernement, complaisamment relayé par une part majeure de la sphère médiatique, s'efforçait de nous maintenir dans l'illusion que non, contrairement aux apparences, les choses n'allaient pas si mal, bien au contraire. La réindustrialisation était en marche, l'inflation en voie d'être vaincue, le pouvoir d'achat en hausse, le chômage en net recul, les entreprises avaient même apparemment du mal à embaucher tellement elles se portaient bien, les taux d'intérêt allaient très bientôt se mettre à diminuer, et la croissance serait bien entendu au rendez-vous. En novembre 2023 encore, il y a donc à peine 4 mois, Emmanuel Macron faisait même inscrire dans la loi son ambition d'atteindre le plein emploi d'ici 2027. Un déni de réalité total que l'exécutif espérait peut-être transformer en prophétie autoréalisatrice. Mais malheureusement pour lui, et au passage pour les Français, les choses ne se sont pas passées ainsi. Elles ne se passent jamais ainsi. Progressivement, l'illusion se dissipe. On se rend compte que la nette impression que l'on avait, celle que les choses ne faisaient qu'empirer, et dont d'aucuns avaient voulu nous faire croire qu'elle était infondée, se retrouve confirmée par des données incontestables. On se rend compte que non, la France ne s'est pas réindustrialisée. Ici même, d'ailleurs, nous le démontrions dès juillet dernier. Et que d'ailleurs, les médicaments, pour prendre un exemple parmi les plus criants, manquent toujours dans les pharmacies. Et la pénurie ne touche pas seulement les antibiotiques. Dans les tiroirs de cette pharmacie, il manque aussi des antidiabétiques et des médicaments pour le cœur. On a en moyenne 500 à 1000 pénuries de médicaments par an. On est passé à 2000 en 2022 et selon les prévisions, on devrait passer à 3000. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène structurel qui nécessite aujourd'hui sur le marché du médicament d'avoir une vraie stratégie d'anticipation. On se rend compte que mois après mois, le chômage repart à la hausse malgré tous les projets de loi supposés avoir consacré sa baisse, que si l'inflation sur un an est moins massive qu'avant, les prix continuent toujours de monter à un rythme préoccupant et notamment ceux des biens les plus essentiels. Que si la balance commerciale de la France semble se redresser, c'est avant tout lié à une chute de nos importations, elle-même consécutive à l'effondrement de la consommation des ménages, et que donc c'est tout sauf une bonne nouvelle. On se rend compte que si, au gré des corrections a posteriori de l'INSEE, la récession enregistrée en premier lieu sur la fin d'année 2023 pourrait au final se transformer en croissance atone, cette dernière n'est dans tous les cas tirée vers le haut que par les dépenses des administrations publiques, et donc qu'elle ne constitue en rien, elle non plus, une bonne nouvelle. Un à un, les mensonges, ressassés en boucle, viennent se fracasser sur le mur du réel. Et face à ce mur, si tant est que son objectif soit de nous en préserver et pas uniquement de jeter un voile dessus, le gouvernement semble plus impuissant que jamais. On va parler des faillites d'entreprises, parce que non seulement elles augmentent, mais spectaculairement. Oui, effectivement, il s'agit d'un des pires niveaux des 30 dernières années. Plus de 57 000 défaillances d'entreprises. C'est effectivement 36% de plus qu'en 2022. C'est les recettes fiscales qui rentrent mal. L'impôt sur les sociétés, la TVA, l'impôt sur le revenu, c'est tout ça qui rentre moins bien que prévu. On a vu une économie française à l'arrêt sur les 2 derniers trimestres de 2023. Donc clairement, ça a un impact sur les recettes, c'est mécanique. Je rappelle quand même qu'on nous prédisait la récession en 23, on a fait près de 1%. Nous gardons une croissance positive et la politique économique que nous menons avec beaucoup de constance, beaucoup de détermination pour les entreprises et pour le travail donne des résultats. Ce qui nous ramène aux annonces de Bruno Le Maire, ainsi inévitablement qu'à cette question. Ces 10 milliards d'euros de coupes budgétaires sont-ils de nature à redresser notre économie ? Là-dessus, on peut se permettre d'être catégorique non. Et ce, pour une raison très simple, ce n'est pas la finalité de ce type de mesure qui ne vise qu'à limiter le déficit de l'État afin d'éviter à ce dernier tout risque de défaut de paiement des intérêts de sa dette. Pour expliquer cela brièvement, disons que pour financer ces politiques publiques, l'État a de nos jours 2 options. La principale, ce sont les prélèvements obligatoires, les taxes, les impôts. Mais quand les recettes engrangées par ces prélèvements ne suffisent pas à couvrir les dépenses, quand son budget est donc déficitaire, l'État peut emprunter de l'argent.
Il émet alors, sur les marchés financiers, des titres de dette, des obligations qu'il s'engage à rembourser à une certaine échéance assorties d'intérêts. L'ensemble des sommes dues forme la dette publique ou dette souveraine. Cette dette, si l'État n'est pas en mesure de la rembourser intégralement, il la fait rouler. Il émet de nouveaux titres pour rembourser ses anciennes créances. Le problème, c'est que ce système ne fonctionne que jusqu'à un certain point. Car si la dette d'un pays devient trop élevée ou si sa situation économique devient incertaine, les investisseurs vont perdre confiance en ses capacités de remboursement et commencer à exiger de lui des intérêts plus élevés, ce qui va créer un cercle vicieux puisque l'augmentation de la dette qui en résultera va accroître la pression qui pèse sur le pays concerné. À la fin des années 2000, la Grèce s'était ainsi retrouvée en défaut de paiement, entraînant l'Europe dans une seconde crise financière liée aux dettes souveraines dans le sillage de la crise bancaire venue des États-Unis. C'est avant tout pour empêcher de telles réactions en chaîne que les règles budgétaires européennes existent et que nos gouvernants font de la maîtrise du déficit budgétaire un enjeu économique central. Un choix qui fait d'ailleurs l'objet de critiques de la part de certains économistes, puisque, en fonction des cas, le déficit peut servir aussi à stimuler l'activité. Et c'est sans doute là le débat que Bruno Le Maire espérait provoquer. A-t-il raison ou non d'annoncer des coupes budgétaires ? Un débat qui pourrait même être intéressant, si, déjà, nous n'étions pas encore une fois face à une pure mise en scène politicienne, dans laquelle tous les acteurs économiques savaient à l'avance que le ministre ne tiendrait pas sa trajectoire budgétaire. Et surtout, qui pourrait être intéressant s'il n'y avait pas beaucoup plus important à régler, si l'objet du débat n'était pas aussi dérisoire. En effet, il est assez surprenant, pour ne pas dire totalement lunaire, qu'un ministre de l'économie, venant annoncer solennellement à des millions de Français que ses objectifs de croissance ne pourront pas être tenus, n'assortisse cette annonce que d'un léger rééquilibrage budgétaire, d'une mesure généralement qualifiée de technique, destinée à ne remplir qu'un objectif, de toute évidence non central, sans quoi les agences de notation orientant les intérêts payés par la France auraient déjà dégradé sa note depuis plusieurs mois. La raison aurait voulu que dans une telle situation, ce ministre vînt à la télévision pour annoncer des mesures de politique économique générale, des mesures d'exception destinées à retrouver la croissance perdue, à renouer avec une prospérité économique faisant aujourd'hui cruellement défaut. Bref, le contexte aurait exigé un ministre de l'économie digne de ce nom, donnant de grandes orientations à la nation, et non un petit comptable obsédé par son image, venu nous donner le détail de ses économies de bout de chandelle entre la publication de 2 romans policiers érotiques. Avec 5 ouvrages sortis depuis qu'il est à Bercy, le ministre, figurez-vous, a plus écrit que Michel Houellebecq sur la même période, 1312 pages noircies par Bruno Le Maire. Est-ce qu'on reproche à un homme politique d'aller faire du jardinage ? Fondamentalement, c'est bien en matière de grandes orientations économiques que le problème se pose. Bruno Le Maire peut bien accuser le contexte international. Lorsqu'on est aux commandes d'un pays comme la France, la bonne santé de l'économie n'est pas une donnée extérieure qui tombe du ciel. Certes, elle est influencée par la situation internationale. Situation au passage que, sauf exception type pandémie, on est censé savoir anticiper lorsqu'on est un bon dirigeant, mais c'est une autre question. Mais elle découle avant tout de choix politiques. Plutôt que de s'intéresser à ces 10 milliards d'euros d'économie, mieux vaut donc se demander comment l'exécutif actuel, Emmanuel Macron et son gouvernement, comptent nous sortir de l'ornière. Et à ce propos, comme nous n'avons rien de nouveau à nous mettre sous la dent, eh bien c'est toute la politique économique suivie ces dernières années et prévue pour les mois à venir qu'il convient d'interroger. Quelles sont aujourd'hui les grandes orientations économiques de la Macronie ? Là encore, il faut faire la distinction entre les apparences, l'image que l'on veut donner, et le fond des choses. Dans le monde merveilleux de la communication politique, par lequel nous allons commencer, la formule qui caractérise le mieux le macronisme, en économie comme sur le reste, est, depuis les débuts, celle du « en même temps », soit la rencontre improbable de 2 tendances générales. D'un côté, il s'agit de stimuler l'offre des entreprises dans un contexte concurrentiel, en assouplissant le code du travail, en réduisant les minima sociaux pour pousser les chômeurs à accepter n'importe quel emploi dans n'importe quelles conditions, et en baissant les impôts et les charges pesant sur les employeurs et sur le secteur financier, voire en favorisant directement l'investissement via l'attribution à certains groupes privés et autres startups de subventions sous prétexte de transition écologique. Et d'un autre côté, on se targue de maintenir une politique sociale favorable au plus grand nombre par des mesures d'aide individualisées, allant du leasing social à la prime de réparation de vêtements, par des prêts garantis aux victimes de la conjoncture, voire par des chèques directement distribués à toutes les catégories de la population, des agriculteurs aux automobilistes, ayant de plus en plus de mal à finir le mois.
Baisser les impôts, signer des chèques, deux politiques, vous l'aurez compris, qui sont incompatibles sur le long terme. De plus en plus, ce « en même temps » apparaît pour ce qu'il est, un grand écart permanent, une imposture, où l'on redonne d'une main ce que l'on a pris de l'autre. Et cela se remarque d'autant plus que désormais, ce « en même temps » est devenu la réponse systématique du gouvernement dès lors que la paix sociale est menacée. Compte tenu des résultats 2023, de la révision de nos prévisions de croissance en 2024, je dois vous le dire en transparence, pour construire le budget de l'an prochain et pour tenir notre objectif que nous maintenons de ramener le déficit sous 3%, nous devons d'une part garantir que ces 10 milliards d'euros du décret d'annulation soient pérennes, et d'autre part, plus vraisemblablement, porter notre effort de 12 à au moins 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour l'année 2025. Le président de la République, en avril dernier, s'est engagé à baisser les impôts, les taxes pour les classes moyennes de 2 milliards. Est-ce que vous allez le faire? Mais le président s'est engagé et évidemment on sera au rendez-vous de son engagement, bien sûr. Ce qui est certain, vous savez, c'est qu'on est dans une situation qui est difficile, y compris d'un point de vue des finances publiques, et que ceux qui expliquent que finalement il y a une forme d'argent magique, que finalement on va peut-être leur donner d'une main ce qu'on va leur reprendre de l'autre, parce qu'à la fin il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc moi, je ne mentirai jamais aux Français, y compris de ce point de vue-là. Désormais, même la presse la plus complaisante envers l'exécutif pointe cette impasse et donne la parole à ceux qui, d'un côté comme de l'autre, appellent de leur vœu la fin du « en même temps ». Soit pour aller vers un État davantage redistributeur, protecteur, à l'initiative de politiques publiques financées par l'argent des riches, soit à l'inverse pour basculer dans une politique faisant ouvertement la part belle aux baisses d'impôts, aux dérégulations, à un État réduit à son minimum et à des citoyens livrés à eux-mêmes dans un marché ultra concurrentiel. Des postures semblant traduire un besoin de cohérence, qui serait certainement positive si l'une ou l'autre était à même de remettre la France debout. Mais encore une fois, hélas, il semble bien que cela ne puisse pas être le cas, que les deux tendances du « en même temps » macroniste ne pêchent pas uniquement par leur incompatibilité, mais également par leur incapacité, prise séparément, à régler les problèmes que connaît aujourd'hui notre pays. Car, en réalité, comme les agriculteurs français l'ont très bien compris, ce dont la France souffre aujourd'hui, principalement, c'est du fait d'évoluer dans un marché mondial ouvert, dans lequel ses producteurs subissent une concurrence intenable et où la recherche du profit comme principal moteur de décision pour les véritables propriétaires des gros moyens de production, les détenteurs de leurs titres de propriété, pousse ces derniers à systématiquement, et ce depuis plusieurs décennies, déplacer la production à l'autre bout du monde dans des pays moins développés. Un mouvement historique de destruction de l'appareil de production national et corollaire de la production nationale elle-même qui n'a pu qu'affaiblir notre pays et le condamner à une croissance atone, la production constituant l'activité économique par excellence, la seule réellement créatrice de richesse. Ainsi, au fil des années, des traités de libre-échange, des rachats et des délocalisations de nos fleurons industriels, de l'intensification de la concurrence pesant sur nos producteurs, nous nous retrouvons avec de moins en moins de richesses à nous partager. Une situation aggravée désormais par le fait que les pays ayant accueilli nos usines pendant tout ce temps et ayant de ce fait connu un développement accéléré n'hésitent plus à favoriser leur propre marché intérieur, mettant ainsi un coup d'arrêt au commerce international et provoquant pénurie et flambée des prix des biens que nous ne sommes plus en mesure de produire ou des matières premières que nous sommes contraints d'importer. En économie, comme en tout, les faits ne tombent pas du ciel, ils sont le produit d'un processus. Quand une personne a de la fièvre n'est que le symptôme d'une maladie, d'une infection, et non la maladie elle-même. Et plutôt que de chercher à tout prix à la faire chuter, ou pire, à en cacher l'existence au malade en trafiquant le thermomètre, eh bien, mieux vaudrait tenter d'identifier et de combattre la maladie qui la provoque. La France, aujourd'hui, n'est pas malade de sa faible croissance, ni de son déficit élevé. La France est malade d'un modèle économique mondialisé, qui lui a un temps peut-être profité, mais qui désormais détruit sa capacité à produire des richesses. Les chiffres de la croissance ne font que refléter cette destruction, et encore d'une manière atténuée au vu de la manière dont ils sont calculés. À ce propos, on vous renvoie à notre vidéo sur le grand mensonge du produit intérieur brut que vous pourrez trouver en lien dans la description sous cette vidéo. Or, cette maladie, aucun des remèdes, jusqu'alors dilués dans le « en même temps » macroniste et aujourd'hui préconisés séparément par une frange ou l'autre de la sphère politico-médiatique, ne saurait parvenir à la traiter. Imaginons
que demain, un gouvernement se parant des atours du progrès social et de la redistribution des richesses vienne augmenter massivement les salaires et les minima sociaux, recruter des armées de fonctionnaires et rendre les transports gratuits, en prenant, comme certains politiques disent explicitement vouloir le faire, l'argent des ultra-riches. Sans nul doute, la masse monétaire en circulation augmenterait d'un coup, créant l'illusion de la richesse. Mais la quantité de biens sur le marché, elle, ne suivrait pas pour autant. Et personne n'aurait particulièrement intérêt à produire davantage sur notre sol. Très vite, les prix des marchandises ne feraient que rattraper la hausse des salaires et il faudrait bientôt, à nouveau, promettre de raser gratis pour retomber toujours sur le même problème et au final accélérer l'effondrement du modèle. Un projet qui, s'il part d'une bonne intention, n'est donc pas viable car il oublie les fondements matériels de l'économie. Bon, imaginons maintenant le contraire, le modèle que d'aucuns appellent de leur vœu, où les normes sociales seraient drastiquement abaissées, tout comme les impôts et autres prélèvements obligatoires, et où l'État aurait principalement vocation à laisser les entreprises agir comme elles l'entendent. Si, au regard du poids actuel de la bureaucratie, ce modèle a de quoi séduire par certaines de ses promesses, il ne faut pas pour autant être aveugle sur ces énormes failles. Car si demain il était mis en place, la France resterait toujours moins attractive pour les financiers réellement aux commandes de l'économie que ses concurrents du bout du monde. Nous aurions beau tenter de leur courir après, l'activité ne reviendrait pas pour autant. En revanche, l'effondrement brutal des conditions de vie qui s'ensuivrait ne manquerait pas de générer un chaos politique sans précédent et de provoquer faillite sur faillite, alors même que tout filet de sécurité aurait disparu. Là encore, rapidement, l'utopie se transformerait en cauchemar. Entre baisser les impôts et signer des chèques, il ne s'agit pas de choisir. Il s'agit de comprendre que les termes mêmes de l'alternative qu'on nous agite sous le nez ne sont là, encore une fois, que pour verrouiller le débat, afin que les questions qui fâchent, les questions véritablement importantes, ne soient jamais mises sur la table. Et tout cela nous fait revenir au véritable fond des politiques économiques gouvernementales, que les éléments de communication politique, la compole, petite phrase comme grand débat, ne sont là que pour nous masquer. Le fait est qu'en la matière, derrière les incohérences apparentes du « en même temps » d'Emmanuel Macron, existe néanmoins une grande constante, sa fidélité absolue à l'ordre économique libre-échangiste issu de la financiarisation et de la mondialisation de l'économie. Un ordre régi par des instances supranationales, aussi bien mondiales qu'européennes, certes, mais très largement promues, favorisées, consacrées par la classe politique française, par des lois françaises, par la signature engagée au nom de la France de traités internationaux et dont l'intelligentsia médiatique française n'a de cesse de nous expliquer que sa remise en question signifierait la ruine, le chaos, la guerre, la soumission à la Russie, le retour au Moyen-Âge ou autre cataclysme plus imprévisible encore. Or, c'est l'acceptation de cet ordre qui fait qu'aujourd'hui, dans le réel, au-delà des discours, Emmanuel Macron et son gouvernement ne peuvent, même s'ils le voulaient sincèrement, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, protéger nos agriculteurs ou réindustrialiser la France. C'est l'acceptation de ce cadre qui aujourd'hui fait que nous ne pouvons au mieux que choisir entre une posture politicienne et une autre, tout en regardant la France s'enfoncer dans le marasme, sans aucune possibilité d'engager le redressement de sa production, seule à même d'apporter la prospérité. Et pire encore, alors que ce cadre est en train inéluctablement de se fissurer à l'échelle mondiale, entraînant une stagnation des profits lui servant de moteur, c'est la recherche de sa préservation à tout prix qui pousse désormais nos dirigeants à brader à la finance tout ce qui peut rester à brader, à transformer l'État en gigantesque machine de détournement d'argent public afin d'engraisser, pour un moment encore, tous les parasites qui, des agences publiques aux cabinets de conseil, en passant bien sûr par la tête des grands fonds d'investissement, nous ont menés à cette situation et n'ont désormais plus rien à nous offrir que la perspective de nouveaux sacrifices. Pourtant, rien n'est immuable. Ce qui a été fait peut, s'il n'est plus adapté aux enjeux d'une époque, être défait, modifié, transformé. Si les choses sont ainsi faites que, quoi que fassent nos dirigeants, nous ne pouvons qu'en sortir perdants, peut-être est-ce qu'il est temps de changer les règles du jeu, de ne plus accepter celles qui, désormais, ne nous sont plus jamais favorables.
remettre en cause le libre-échange, ne plus accepter comme allant de soi la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, renouer avec des principes qui avaient fait notre prospérité dans les années 1960, tels que la sécurisation d'une production nationale via des protections aux frontières et une forme de planification. Tout cela est possible et semble de plus en plus nécessaire pour rompre la spirale récessionniste dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui engagés. Le salut de la France par ses producteurs ou le maintien d'un ordre qui ne profite plus qu'à une poignée et qui tôt ou tard nous entraînera dans sa chute, telle est en réalité l'alternative qui se pose désormais à nous, au-delà de toutes les postures et de tous les faux-semblants. Et dans le combat qui s'engage pour imposer une issue ou l'autre, il semble évident que Bruno Le Maire, comme tous les membres de l'exécutif, comme toute la caste politico-médiatique qui monopolise la parole publique, a choisi son camp, et que ce camp n'est pas celui des Français. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, si notre travail vous intéresse et vous semble utile, nous vous invitons très chaleureusement à le soutenir financièrement, ne serait-ce qu'à hauteur de 5 € par mois. C'est possible via notre page Tipeee, dont vous trouverez le lien en description, donc sous cette vidéo. Vous vous en doutez, aller au fond des choses, faire un travail de recherche, d'analyse, de réflexion, produire une vidéo, en somme, cela demande du temps et bien sûr de l'argent. Car ce travail, ce sont des êtres humains qui le font, en l'occurrence Tommy, notre rédacteur, et Johan, notre réalisateur. Or, contrairement à l'État, le fil d'actu ne se finance pas en empruntant sur les marchés financiers, et vu son propos, il ne se finance pas non plus grâce à l'appui de sponsors, de grosses sociétés de production, ni en drainant des subventions d'argent public. Notre seul mécène, sans qui nous ne pourrions pas faire ce métier, sans qui le fil d'actu n'existerait pas, c'est vous. Vous, les tipeurs, réguliers ou occasionnels, qui contribuez à hauteur de vos moyens à faire vivre notre média et qui nous offrez l'indépendance dont nous avons besoin pour produire des contenus que nous espérons intelligents, pertinents et de qualité. Et vous, qui n'êtes pas encore tipeurs du fil d'actu, mais qui pouvez aujourd'hui le devenir et contribuer ainsi, à votre tour, à donner de la force à des analyses que vous n'entendez nulle part ailleurs. Pour cela, pour devenir tipeur, pour soutenir notre travail, il vous suffit de vous rendre sur notre page Tipeee de financement participatif, dont le lien se trouve en description sous la vidéo, où vous choisirez le montant et la régularité de votre soutien, et vous vous laisserez guider. On vous dit d'avance merci infiniment, car encore une fois, sans vous, le fil d'actu n'existerait pas. Alors bienvenue dans l'aventure. Pour le reste, nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les enjeux, notamment économiques, qui se posent aujourd'hui à la France, et de faire la lumière sur l'impasse dans laquelle les dirigeants nous entraînent. Nous l'espérons, car nous avons conscience du fait qu'il s'agit de questions complexes, mais nous pensons que chacun est à même de les comprendre dès lors que les choses ne sont pas volontairement faites pour vous embrouiller. Aidez chacun à se faire son propre avis dessus et envisager des pistes pour sortir du chaos, c'est l'objectif que nous nous sommes toujours donné au fil d'actu, et tant que nous serons en mesure de le faire à notre modeste échelle, nous continuerons de le faire à votre service et au service de la France. À ce propos, si vous voulez pousser plus loin les réflexions que nous n'avons fait bien sûr qu'esquisser ici sur le rôle central de la production dans le redressement futur de la France, je me permets de vous signaler que c'est là le sujet central de mon dernier livre, Il est venu le temps des producteurs. Un livre que tous les éditeurs ont refusé en raison, je cite, de sa radicalité politique et que l'équipe du fil d'actu a donc décidé de publier par ses propres moyens, parce qu'il participe de la même réflexion de fond que celle développée sur cette chaîne. Donc si ce livre vous intéresse, il vous est possible jusqu'au 1er avril de le précommander. Vous trouverez pour cela, là encore, le lien vers la page avec beaucoup plus de détails à ce sujet en description, donc sous cette vidéo. Pour en revenir à cette vidéo, justement, on vous invite bien sûr pour terminer à la partager autour de vous de manière à faire connaître notre travail à votre entourage. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à suivre nos futures publications. Vous pouvez également laisser un pouce vers le haut et un commentaire, ça améliore le référencement et c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci et je vous dis à très vite pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.